Jean-Yves Fabron, bonjour. Bonjour Beryl, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Jean-Yves Fabron, vous êtes professeur honoraire de droit public et directeur de la Maison de la Mélanésie. On vous a aujourd'hui invité pour discuter des suites du deuxième référendum. Je voulais tout d'abord vous demander quelles ont été vos réactions suite aux résultats du 4 octobre où, rappelons-le, le non l'a emporté à 53,26% exactement. Moi, mes réactions sont de constater qu'on parle de, euh, de réalités absolument incontestables. Par exemple, il y a cette chose qui n'a aucun précédent, 86% de participation. Alors ça, c'est euh, une légitimité indépassable. Voilà ce qu'on dit pour un aspect des choses. Ça semble évident. Vous vous y Euh, attendiez à ce score de participation? Oui, tout à fait, pour la bonne raison que j'ai vu à Nouméa les loyalistes faire un bon travail et il se trouve que j'ai été, avant le référendum, aux îles Loyauté. La province des îles Loyauté était intéressée par la question du fédéralisme, puisque j'avais dirigé avec mon épouse un livre là-dessus, ils nous avaient invités. Bref, j'étais aux îles Loyauté, qui est le réservoir des votes de ceux qui n'avaient pas voté parmi les indépendantistes, et j'ai vu qu'ils avaient fait un bon travail aussi. Donc je me disais, des deux côtés, on va progresser, et donc ça. Et en fait, Et, non. alors, ça, c'est ce qu'on présente comme une réalité fondamentale. Et en ce qui concerne le contenu du résultat, là, on dit qu'il y a quelque chose qui est absolument fondamental, c'est éclaire le fait qu'il y ait deux grands blocs l'un contre l'autre. Et ça, c'est vraiment un apport d'une clarté formidable. Ben, sur ces deux points, je crois qu'il faut distinguer les apparences, que je viens de rappeler, mais qui ne sont pas la réalité. Vous allez nous détailler tout ça, justement, cette espèce de paradoxe qu'on a. Rentrons dans le vif du sujet avec une thématique qui vous tient à cœur, en l'occurrence celle du corps électoral. L'association Un cœur, une voix, qui représente les quelques 41 000 exclus du corps électoral provincial, a engagé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour demander le dégel de ce corps électoral provincial. Selon vous, ce recours a-t-il une chance d'aboutir d'un point de vue juridique? 86% de participation, mais d'un corps électoral auquel il manque 20% parmi les électeurs. Donc, c'est pas si évident que cela. Alors, évidemment, beaucoup contestent cela. Et là, il faut d'abord parler en droit. La situation en droit, elle est, comme on dirait, abracadabrantesque. Il faut constater que le droit que nous avons dans une partie de la République française ici, en Nouvelle-Calédonie, c'est un suffrage restreint. Tout le monde n'a pas le droit de vote ici. Alors, question, est-ce que juridiquement c'est régulier? Réponse, oui, ce qui est déjà quelque chose qu'il faut bien savoir, mais c'est-à-dire que en droit interne, en droit français, ces dispositions qui restreignent ce qui est vraiment scandaleux pour un juriste et pour un démocrate, qui restreignent le suffrage universel, elles sont inscrites dans un texte, l'accord de Nouméa, qui est constitutionnalisé, qui a été appliqué par la loi organique, c'est-à-dire le plus grand étage législatif que nous ayons. Donc, il faut faire avec. Alors on peut dire, oui, mais quand même, la France n'a pas le droit dans ce continent européen qui justement a suivi la France pendant 2 siècles pour arriver à un ensemble démocratique. Elle n'a pas le droit de faire cela. Il y a un texte plus fort encore qui est la Convention européenne des droits de l'homme. Eh bien, il y a eu effectivement un recours contre la France à cause de ces dispositions euh, devant la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour a répondu, a donné son arrêt. Alors,
on a une exclusion massive de plusieurs dizaines de milliers d'électeurs. Cette exclusion, elle est aujourd'hui juridiquement régulière, mais dans la vraie vie, les loyalistes, c'est pas 3% d'avance qu'ils ont, c'est 23% d'avance. C'est pas la même chose. Et je vais vous dire une chose, un système qui, comme celui dont nous parlons, est à 2 vitesses, avec des gens, dizaines de milliers, qui sont privés du droit de vote. C'est un système où il y a une société qui connaît l'arbitraire, sur un point très grave. C'est arbitraire. L'article 3 de la Constitution dit que pour voter, il faut être un Français majeur. Si vous êtes Français ou Française et majeur, vous devez voter. Si, en étant Français et majeur, on ne vote pas, c'est arbitraire. Eh bien, vous savez à quoi me fait penser une telle société arbitraire, injuste, intolérable? Ça me fait penser à l'arbitraire colonial, la domination coloniale, mais c'est ça. Vous avez des gens qui sont pas des citoyens français, qui sont des sujets français, ce qui permet de dire, quand il y a la guerre, vous pouvez aller vous battre pour la France, mais ils n'ont pas les droits. Mais on ne répare pas une injustice avec une autre injustice, non? Exactement. C'est un propos développé par Albert Camus. On a un peu l'impression qu'on a aujourd'hui une sorte de colonisation à rebours, où ceux qui sont les héritiers de ceux qui avaient installé la domination coloniale se rattrapent par une injustice à rebours par rapport à celle dont... Eh bien... Dans une sorte de revanche. Comme vous le rappeliez, une injustice ne peut jamais rattraper une autre injustice. Ce n'est pas comme ça qu'on peut... Camus l'avait dit, il savait de quoi il parlait. Alors, je voulais évoquer avec vous maintenant un deuxième axe. On parlait du troisième référendum tout à l'heure. Justement, ce troisième référendum, peut-il ou doit-il avoir lieu? Alors, la première chose qu'il faut rappeler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au sujet de la régularité, malheureusement, de la justice et de l'arbitraire du corps électoral, c'est que le troisième référendum et la possibilité de troisième référendum est prévu par l'accord de Nouméa. Par exception, dans le système juridique français, il peut être actionné par une minorité. Je ne crois pas qu'on ait d'autres exemples où une minorité peut actionner un dispositif juridique. Et donc, quand j'entends des responsables loyalistes qui disent qu'il faudrait empêcher le troisième référendum, ou quand j'entends tel leader indépendantiste dire « j'exige le troisième référendum », je lui dis « mais calmez-vous, c'est pas la peine d'exiger ». Ce référendum, il est prévu de manière très régulière. Mais, ce qu'il faut bien savoir, c'est que si ce troisième référendum doit recommencer avec 86% de participation, etc., et avec un résultat tel que celui que nous connaissons, ou un petit peu plus ou un petit peu moins, ce serait catastrophique, parce que on aurait certainement... qu'est-ce qu'on aurait de plus? Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous estimez, vous aussi, qu'il faut éviter ce choix clivant et binaire? Absolument, absolument. Donc, le troisième référendum est tout à fait... D'abord, je vais vous dire une chose qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que la décision, elle appartient au peuple souverain. Donc ça doit se terminer par un référendum. Mais, pitié, pas encore une fois ces errements que nous connaissons, qui fait que je suis en train de vous dire « ah oui, mais on va discuter sur le pourcentage, etc., on va compter les... » Non, le troisième référendum doit légitimement être un référendum d'approbation, de confirmation d'un statut négocié par les uns et les autres. Et ça veut dire que si les indépendantistes viennent à la table de négociation en disant « nous voulons la souveraineté partagée, nous voulons la souveraineté
de Kanaki, après on discutera, et si les loyalistes disent nous voulons la souveraineté française, après on discutera. Et la réponse est non, ni aux uns ni aux autres, c'est pas possible parce que ce soit les uns ou que ce soit les autres, il y a le contraire qui est dit par l'autre camp. Donc ce n'est pas possible. Il faut savoir que dans les discussions qui semblent être appelées par tout le monde, y compris par les indépendantistes, mettre un préalable qui est pour les uns la pleine souveraineté de Kanaki et pour les autres la pleine souveraineté de la France, ce n'est pas possible. Alors qu'est-ce qui est possible? Eh bien écoutez, il n'est pas besoin d'être le roi Salomon pour dire il faut une souveraineté partagée. La souveraineté partagée, ce sont les techniques fédérales. Et il y a de quoi discuter. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous dire comment je vois le partage, c'est les hommes politiques qui doivent dire. Ils l'ont fait en 1998, et très bien, ça nous a permis de tenir 20 ans. Je vais vous dire une chose. Ils ont été capables de s'entendre au lendemain de la grotte d'Ouvéa. Dieu merci, la situation était sans doute pire à ce moment-là, parce que quand le sang coule, il y a des choses impardonnables. Donc, ce que je dis, ce n'est pas comment faut-il partager. Ça, ce sont les politiques. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a qu'une possibilité médiane, c'est une possibilité qui écarte toute pleine souveraineté des uns ou des autres. Non, il faut partager, c'est-à-dire la souveraineté partagée, c'est-à-dire les techniques fédérales, les techniques réellement associatives, pas le système qui consisterait à dire quand nous serons pleinement souverains, Kanaki s'associera avec la France. Non. Ouais. Il s'agit de constitutionnaliser, de structurer le partage, c'est les techniques, et il y en a à profusion, d'ordre fédéral. Vous avez justement publié un livre qui s'est intitulé « Les fédéralismes ». Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur les principes de ce fédéralisme? En quoi ça consiste? Est-ce qu'on a des exemples qui fonctionnent ailleurs dans le monde? Cet ouvrage qui s'appelle « Les fédéralismes » au pluriel, entre parenthèses, mon épouse et moi l'avons dirigé, et il est constitué de témoignages venant d'auteurs de toute la planète qui ont dit qui expliquent comment ça passe chez eux. L'intérêt, c'est de voir il y a autant de fédéralisme que de cas d'application. On a tendance, nous les Français, à privilégier l'exemple américain, mais si vous prenez le voisin des Américains, le Canada, c'est complètement différent, au sens où aux États-Unis c'est un fédéralisme très égalitaire, au Canada non, parce qu'il y a un des États membres, le Québec, qui est bien en avance, qui a beaucoup plus de prérogatives que les autres. Je parlais de la différence entre les apparences et les réalités. Il faut se méfier aussi des appellations. Remarquez, moi, peu m'importe les appellations, ce qui compte, c'est le contenu de la bouteille. Ce serait quelque part une partition qui ne dirait pas son nom, le fédéralisme? Oui, c'est pas un gros mot, partition. Hein. Je vous rappelle que s'il y a bien un texte fondamentalement partitionniste en Nouvelle-Calédonie, c'est les accords Matignon. C'est le texte qui a inventé la provincialisation. Donc, au moins, quand on évoque les accords Matignon avec la statue des commandeurs, on espère ne pas se faire regarder de haut. Mais ce que je voulais dire, c'est que prenez par exemple, je vois que tel leader indépendantiste, il y a à peine quelques jours, disait « mais ça c'est très bien ». Prenons les îles Cook, qui sont qualifiées officiellement d'États associés. Non, les îles Cook s'inscrivent en réalité, malgré cette appellation,
je n'aime pas beaucoup l'État associé parce qu'un État associé, il peut se désassocier. La seule véritable association, c'est la fédération. Il n'y a pas de possibilité de sortir des États-Unis. Parfois, les Californiens ou les Texans aimeraient bien faire bande à part, ou même chose, vous le savez bien, au Canada, les Québécois ont essayé, mais ils sont liés. Ils sont liés. Eh bien, les îles Cook s'inscrivent dans un schéma fédéral, puisque il n'y a pas de nationalité des îles Cook. Les gens des îles Cook sont des Néo-Zélandais. Samedi, après-demain, ils vont voter aux élections générales de Nouvelle-Zélande. Ce sont des Néo-Zélandais. Ils ont une citoyenneté ? Il n'existe pas, alors ça c'est très bien que vous souleviez cette question, la Nouvelle-Calédonie, en matière de fédéralisme, est en avance sur toutes les fédérations qui existent de par le monde et qui sont si différentes les unes des autres. Parce qu'il n'y a pas de citoyenneté des États fédérés. Or, il y a une citoyenneté propre de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pourtant pas, à ce jour, qui pourrait être, aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie pourrait parfaitement être qualifiée d'État fédéré. Elle est beaucoup plus autonome que les îles Cook par rapport à la Nouvelle-Zélande. Je précise que, j'allais dire évidemment, les îles Cook n'ont pas de siège à l'ONU. C'est un État fédéré. Dans la vraie vie, c'est un État fédéré. On appelle ça État associé. Alors moi, je vous dirais, si je pense que la solution de notre pays est à chercher du côté du fédéralisme, si tout le monde arrive à se mettre d'accord et puis que les indépendantistes disent « ouais, mais on va appeler ça État associé », moi, je considérerais très bien, appelez-le comme vous voulez. Ça dépend ce qu'on met derrière. Ce qui compte, c'est de quoi il s'agit. Et il y a une méprise totale sur le cas cité si souvent de l'État associé des îles Cook. Il est moins en avance que la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a déjà citoyenneté. Vous savez, je prendrai un exemple d'État fédéré très, très puissant, avec un partage de souveraineté qui le favorise beaucoup. Je pense à Québec. Il n'y a pas de citoyenneté québécoise. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez amusant. Le Québec a, parmi ses prérogatives, que n'ont pas les autres États membres du Canada, la possibilité de délivrer des certificats de nationalité. De nationalité canadienne. D'accord. Le Québec a, contrairement aux autres États fédérés du Canada, une représentation à Paris. Alors ça veut dire que dans le partage de souveraineté, ils ont une prérogative de droit international. C'est beaucoup ça quand même. Mais si vous y allez à Paris, vous verrez qu'on y représente le Canada. Le Québec, c'est-à-dire le Canada. Et vous pourrez aussi constater à Paris que si vous allez à la délégation du Québec, vous êtes accueilli par les deux drapeaux. Le drapeau rouge et blanc du Canada et le drapeau bleu et blanc du Québec. Et bien, vous voyez qu'on est en avance. Quelque part des similitudes. On est en avance. Et pourtant, cette solution n'a pas été envisagée par l'État dans justement ce document là sur les implications du oui et du non. On ne parle nulle part de fédéralisme. Vous savez, ça c'est un peu comme partition. Il y a des gens que ça... Vous savez, j'ai fait une conférence au centre d'Ibao il y a quelques semaines, quelques mois, et je pensais la faire sur le modèle fédéral. Et on m'a dit, mais non, il va y avoir des crispations, et notamment là, de la part des loyalistes, et puis des autres aussi. Alors donc, je l'ai intitulé « L'autonomie ». J'ai même dit « l'autonomie réelle ». Bon, ça c'est des questions de vocabulaire. Il ne faut surtout pas prononcer tel mot ou tel autre, partition, fédéralisme, que sais-je. Il y a des mots tabous. Ce qui importe, et je vous disais en commençant,
Il y a les apparences et la réalité. Il faut faire très attention aux réalités. Les apparences, parfois, malheureusement, le droit fait partie des apparences. Parfois, le droit est fictif. Mais c'est toujours la réalité qui l'emporte. Vous savez, on parle depuis très longtemps, dans les études universitaires, du pays réel et du pays légal. Donc c'est une vieille histoire, ça. Le pays réel a toujours forcément le dernier mot. C'est pour ça que les plus intelligents des indépendantistes savent qu'ils ont un retard. Ils vont pas le proclamer, cela bien entendu. Ils vont dire ça y est, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Eux, ils savent bien que dans la réalité, pas dans le droit ils gagnent, ils vont peut-être gagner la prochaine fois. Mais dans la réalité, non. Et ça, ils sont obligés de tenir compte. Ils sont obligés de tenir compte de ce que eux, j'espère pouvoir dire que en bon français, ils sont démocrates et qu'ils ne vont pas museler la minorité en faisant descendre les troupes comme ça se passe à Hong Kong, etc. Donc problème. Eh bien écoutez, ce problème, sa solution, c'est le partage. On a en Nouvelle-Calédonie une devise qui dit terre de partage. Bon, ben écoutez, la devise elle-même du pays nous donne la solution. À quoi elle sert la devise? On a un hymne. Terre de parole aussi. Terre de parole, terre de partage. On a un hymne qui s'intitule « Soyons unis, devenons frères ». Alors, est-ce que ce sont des hochets pour faire bien ou est-ce que c'est ça? Moi, je suis d'avis que la devise d'un pays, c'est très important. Une fois en France, la devise que vous connaissez a été rejetée. C'était sous le régime de Vichy. Et quand on n'est pas fidèle à son génie national, vous voyez comment ça s'est passé dans ce malheureux, terrible exemple de France. Moi, je crois que le génie de la Nouvelle-Calédonie, c'est le pluralisme, c'est la tolérance réciproque, c'est l'existence particulière dans ce pays, d'une part, d'un peuple premier qui est légitime parce qu'il est autochtone, et d'autre part, il y a des populations qui sont en quelque sorte devenues autochtones. De toute façon, un autochtone, son arrière-arrière-arrière-grand-père, il venait d'ailleurs, de toutes les façons. Ce qui caractérise la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a tous ces Calédoniens de cœur, d'adoption, qui ne viennent pas tous d'Europe. Il y a les Wallisiens, il y a les Asiatiques, etc. C'est ça le génie de la Nouvelle-Calédonie. C'est une terre plurielle et on se gargarise de destin commun. Il faudrait que cela signifie le partage. Écoutez, c'est un beau mot de fin. Merci beaucoup Jean-Yves Fabon pour vos éclairages et puis on se retrouve Merci à vous. à un autre moment pour une autre émission sur d'autres sujets. Merci beaucoup d'être venu.